voici dans quel ordre les thèmes de notre échange vont être abordés. Point 1, les ressources humaines. Point 2, les questions financières et budgétaires. Thème 3, la formation et la vie étudiante. Thème 4, la recherche. Thème 5, nation, le campus, le déménagement, toutes les questions relatives à notre installation dans notre futur campus. Point 6, culture et territoire. Point 7, international. Et point 8, les thèmes divers qui n'auraient pas été balayés lors des échanges précédents. La vidéo de cet échange restera disponible sur le site de l'université un certain temps. Et je vous souhaite donc une bonne rencontre. Merci beaucoup. Alors, nous démarrons tout de suite par le premier thème, à savoir les ressources humaines. Donc j'aimerais rappeler ce qui a été mis en œuvre durant cette année pour redonner un cadre en matière de ressources humaines. Donc les dispositifs de lutte contre la précarité étudiante et de lutte contre la fracture numérique que nous avons mis en place, le fait que nous avons formalisé le cadre du télétravail et l'équipement aussi afférent, et également tout notre travail sur la valorisation et la sécurisation des parcours des personnels BIAT par la mise en place d'une revalorisation triennale, la mise en place de barèmes de référence qui n'existaient pas pour la rémunération des contractuels, et aussi l'inscription, ça c'est la mesure la plus importante, l'inscription au budget 2021 d'une prime de fin d'année portée à 130 000 € pour les contractuels, et un rehaussement selon une stratégie pluriannuelle, rehaussement d'1,6 million d'euros du régime indemnitaire des BIAT titulaires, qui le portera à l'horizon 2023 à hauteur de 3,2 millions d'euros. Alors bien évidemment, dans les questions qui ont été posées, ont été pointés certains éléments d'inquiétude, par exemple sur des suppressions de postes BIAT qui ont été programmées. Alors j'aimerais rappeler que les suppressions qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la campagne d'emploi actuelle concernent d'abord 8 postes nations. Des postes qui avaient été mis en place de façon temporaire pour justement gérer la question du déménagement et de l'implantation, enfin de l'installation à nation. Donc ces 8 postes vont prendre fin en août, le 31 août, ce qui est logique. Il y a également des postes vacants du fait de départ en retraite, et lorsque ces postes sont supprimés, d'abord ils sont peu nombreux, lorsqu'ils sont supprimés, c'est parce que les besoins ont évolué pour tel ou tel service. Et enfin, il y a également le cas de figure de postes, là encore très peu nombreux, qui sont restés vacants pendant plusieurs années. Et donc, il s'agit d'analyser dans ce cas pour quelles raisons ils sont restés vacants. Et si on se rend compte que ça ne répond plus à un besoin, oui, en effet, le poste est fermé. Une question fondamentale qu'on peut se poser, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut raccorder ça à un projet d'établissement et à la situation globale de l'établissement, c'est nous sommes confrontés à une difficulté à la Sorbonne Nouvelle qui est assez paradoxale, c'est que nous perdons des inscrits alors qu'on a énormément de candidatures pour accéder à telle ou telle formation. Et vous comprendrez que si nous sommes moins attractifs qu'auparavant, et c'est ce contre quoi justement nous allons lutter, si on perd des inscrits, eh bien on perd aussi, d'abord on réduit notre subvention pour charges de service public, donc nos moyens, et aussi on a plus de difficultés à justifier le maintien de poste. Donc voilà, il faut prendre le problème autrement et travailler sur cette question de l'attractivité de notre université, et c'est au cœur de notre contrat d'établissement. Alors, une question justement a été posée sur le fait qu'à la bibliothèque Sainte-Barbe, il y ait 2 postes de contractuels dont la suppression a été proposée. Il faut savoir que le ministère a affecté cette année 2 supports d'emploi État pour la bibliothèque Sainte-Barbe. Et c'est vrai que dans la politique que nous défendons, nous souhaitons que le ratio entre titulaires et contractuels soit
plus équilibrées et permettent justement de stabiliser les carrières et les collègues. Et donc, c'est vrai que là, un effort a été demandé à la Bibliothèque Sainte-Barbe, comme il en a été demandé à toutes les structures, sachant qu'on est dans une situation budgétaire qui est difficile, avec une masse salariale qui augmente, une trajectoire de masse salariale qui n'est pas bonne. On est au-delà du seuil d'alerte retenu par le ministère. On est à environ 84% au lieu de 82%. Et c'est surtout que d'année en année, cette masse salariale s'alourdit pour différentes raisons sur lesquelles le vice-président ressources budgétaires pourra revenir s'il le souhaite. Donc, en ce qui concerne la Bibliothèque Sainte-Barbe, je suis conscient, et nous sommes conscients, que cette décision est difficile. Elle est difficile pour les collègues, mais c'est un moment que l'on espère provisoire, et on sait qu'aujourd'hui, donc à l'heure actuelle, on ne peut pas continuer à augmenter la masse salariale et qu'il faut trouver des moyens de réfréner son augmentation, et ça concerne d'autres services, bien évidemment, et d'autres composantes aussi. Alors, toujours sur la Bibliothèque Sainte-Barbe, nous avons eu plusieurs messages concernant la situation des moniteurs et monitrices étudiants. Qui se sont mis en grève parce qu'ils considéraient que leurs conditions n'étaient pas bonnes. Il y avait plusieurs problèmes dont ils nous ont fait part et sur lesquels on a travaillé. Et on a proposé justement une amélioration de leurs conditions de travail. D'abord, le fait d'établir des contrats sur toute l'année universitaire, là où ils se sentaient parfois obligés de rattraper certaines heures s'il y avait une fermeture de la bibliothèque, de le rattraper dans un délai qui était très restreint. Là, les contrats sont sur toute l'année universitaire, ce qui les sécurise. On mettra en place une rémunération dès le premier mois de leur mission. On leur a également annoncé une revalorisation de leur taux de rémunération qui passe à 1,3 SMIC horaire. Et le problème restant, le point d'achoppement qui demeure, c'est que ces jeunes collègues nous demandent que l'établissement s'engage à rémunérer les heures prévues si jamais nous basculions vers un confinement strict qui impliquerait une fermeture de la Bibliothèque Sainte-Barbe. Alors à cela, je vais répondre ce que j'ai déjà répondu. Si nous sommes dans une situation exceptionnelle, il faudra bien évidemment, de la part de la Sorbonne Nouvelle, faire remonter cette situation difficile des moniteurs étudiants des bibliothèques qui ne peuvent pas assurer les heures prévues. Mais il m'est difficile de faire une promesse que je ne sois pas sûr de tenir, c'est-à-dire de m'engager à payer des heures sur un service qui n'aurait pas été fait, parce que si je déroge au principe du service fait, eh bien, ça veut dire que j'ouvre une brèche par rapport à quelque chose qui est fondamental dans le droit du travail. Et même si on peut toujours dire que dans le cas qui nous concerne, les choses se passent, je dirais, entre personnes honnêtes, ça veut dire que dans d'autres établissements, éventuellement, on pourrait déclarer un service sans rapport avec des heures effectuées, véritablement. Donc, c'est un principe sur lequel je ne peux pas m'engager. En revanche, je m'engage à faire remonter la demande si la situation se présente auprès du ministère. Ensuite, nous avons eu également des questions, un ensemble de questions relatives aux chargés d'enseignement et sur, là encore, différents points concernant leur situation. Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à leurs inquiétudes, l'un des problèmes qu'ils rencontrent et sur lesquels j'ai déjà répondu, c'est sur les délais de mise en paiement, délai de signature des contrats, délai de mise en paiement. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que déjà, notre université s'est engagée à mettre en place le système OSE, Organisation des services d'enseignement, qui est une application informatique qui permettra à tous de fournir les pièces nécessaires et de suivre en temps réel l'évolution de son dossier.
ce qui permettra de raccourcir considérablement les temps de traitement, ce qui permettra aux concernés de savoir où ils en sont dans leur dossier, parce que la situation actuelle fait que la chaîne est très très longue. C'est le département, l'UFR, les ressources humaines. S'il manque une pièce, on repart en arrière en reprenant tout le circuit. Et ça, c'est quelque chose qui est un facteur, effectivement, de ralentissement et de difficulté pour tout le monde. Donc là, ça permettra d'aller beaucoup plus vite. Et y compris pour la mise en paiement, ça va réduire le délai de mise en paiement après service fait. Nous avons instauré une expérience pilote avec les chargés de cours doctorants, donc cette année, sur la mensualisation. Et nous nous rendons compte, l'objectif c'était, après essai de cette formule, de voir si elle pouvait être étendue aux autres chargés de cours, à l'ensemble des chargés de cours de notre université. Nous nous rendons compte que cette mensualisation, telle qu'elle a été mise en place, elle présente des écueils. Et c'est justement l'intérêt de l'expérience, de le faire. Par exemple, elle a un impact sur les droits au chômage. Certains des chargés de cours ont vu leurs allocations stopper parce qu'ils recevaient une rémunération régulière. Donc ils nous ont demandé de sortir de cette mensualisation. Il y a aussi eu des ordres de reversement à établir pour des doctorants qui arrêtaient leurs cours en milieu de semestre. Donc ce qui les place dans une situation inconfortable, pour le moins, et donc le système n'est pas optimal. Ce que je voudrais dire, et je l'ai déjà dit à certains collègues chargés de cours qui m'ont interpellé à ce sujet, c'est que la Sorbonne Nouvelle fait partie d'un groupe de travail ministériel sur la mensualisation. Elle s'est portée volontaire pour cela. Le ministère souhaite mettre en place un nouveau système concernant la rémunération des chargés de cours. Pour l'instant, nous n'avons pas de calendrier sur la mise en place effective, mais nous pensons qu'il est important de se raccrocher à cette réflexion à l'échelle du ministère, plutôt d'expérimenter quelque chose qui serait interrompu, je dirais, très rapidement. Et voilà, et l'objectif, c'est de trouver un système optimal qui convienne à toutes les situations. Or, vous le savez, parmi les chargés de cours, il y a des situations extrêmement variées. Et je rappelle que, mis à part les doctorants, tous les chargés de cours sont censés avoir une activité principale, un emploi principal. Nous ne sommes pas l'employeur principal des chargés d'enseignement. Et puis, il y avait aussi une question de la part des chargés de ces collègues qui nous ont écrit sur leur représentation dans les différentes instances de l'université. Donc là-dessus, une demande a été relayée par un directeur de département auprès de la commission des structures. La commission des structures va se pencher sur cette question, mais sachez d'ores et déjà, et il faut le savoir, que des chargés de cours peuvent siéger dans les différentes instances, dans des collèges différents, des collèges enseignants ou des collèges étudiants en fonction des heures effectuées. Donc il y a une possibilité de siéger, d'être représenté, d'être éligible et d'être élu. Autre question en ressources humaines, c'est celle sur le soutien au personnel. Des questions sur les chèques cadeaux de fin d'année, sur la possibilité de recevoir une prime en raison de la crise sanitaire. Alors, je rappellerai que s'agissant des personnels BIATS, nous avons, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mis en place une prime de fin d'année de 650 € qui était soclée, c'est-à-dire qui a été budgétée dès le départ. Et donc, on rompt avec le principe de dégager une prime de fin d'année seulement sur des reliquats budgétaires. Voilà. Donc, ça, c'est un aspect, ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça permet aussi de mettre en perspective les plaintes sur le chèque de cadeau de fin d'année. C'est vrai que cette année, le choix a été fait de donner à tous les personnels un chèque cadeau, plutôt que uniquement pour les enfants. Mais il faut que je vous explique les raisons de ce choix.
D'abord, l'an dernier, il y avait eu un certain nombre de remontées de collègues qui s'étonnaient que ces mesures ne concernent que les familles avec enfants, y compris en termes d'événements organisés pour les enfants. Clairement, cette année, il n'était pas possible d'organiser un événement. Mais donc, il y avait ces plaintes-là. Et étant donné les difficultés du contexte dans lequel nous nous trouvions, voilà, le choix a été fait. Alors, il peut être discuté, il peut être contesté, on pourra réfléchir pour l'année prochaine, de répartir les chèques cadeaux sur l'ensemble des personnels. Et sur la question de savoir pourquoi les enseignants n'ont pas reçu de prime, eh bien, je vais me fonder sur les cas où ça a été possible dans d'autres établissements. Dans d'autres établissements, ça a été possible parce que ce sont des établissements qui disposaient de suffisamment de ressources affectées, c'est-à-dire de ressources d'activité du type celles liées à la professionnalisation, liées à des appels à projets, liées aussi à du mécénat parfois. Et donc, notre université n'est pas encore en mesure de le faire, de procéder ainsi, et c'est justement la raison pour laquelle, dans notre projet d'établissement, c'est l'une des raisons, c'est l'un des axes, c'est le développement de ces ressources propres ou affectées. Et je rappelle aussi qu'il y avait un dispositif ministériel de prime Covid, mais qui était extrêmement codifié, mais qui a permis à une partie des personnels enseignants de recevoir une prime à un montant qui était un montant de 330 €. Là encore, le choix qui a été fait, ça a été de faire en sorte qu'il y ait le maximum de bénéficiaires, sachant que l'enveloppe attribuée par le ministère était limitée. J'ajouterai aussi que dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, il y a des mesures de revalorisation des enseignants et que nous mettrons en œuvre, donc qui seraient de l'ordre de, pour la presse, pour cette prime-là, qui serait de l'ordre de 1 090 € en plus pour les maîtres de conférences, 580 € pour les professeurs d'université et 286 € pour les enseignants Prague ou PRCE. Je termine avec deux autres questions qui ont été posées. Il y a celle sur la carte EASLY. Donc, elle a été mise en œuvre très rapidement par notre université. Nous sommes en train de finaliser les conventions, les différentes conventions avec les différents points du Crous, donc les différentes cafétérias et restaurants du Crous, pour que nos personnels y aient accès le plus facilement possible. Une fois qu'elle est activée, vous avez accès à n'importe quel Crous qui aura conventionné avec nous. Et une communication va être faite en ce sens au personnel. Et puis pour le télétravail, la dématérialisation, donc je vais insister sur la dématérialisation. Donc depuis le 1er septembre 2020, nous disposons d'un cadre légal et organisationnel que nous avons souhaité mettre en place et qui a été validé par un vote de notre conseil d'administration le 10 juillet. En termes d'équipement, nous avons 75 agents qui sont équipés et nous avons donc 2 nouveaux ordinateurs qui sont arrivés. Donc c'est un effort que nous faisons et que nous faisons en pensant aussi à Nation. C'est pour ça qu'on a changé les objectifs en termes de parc informatique pour Nation, pour opter pour des solutions plus facilement mobiles et portables, plutôt que des ordinateurs fixes, ça tombait sous le sens. La DNUM est extrêmement mobilisée là-dessus. Et sur le chantier de la dématérialisation, qui montre vraiment son importance dans le contexte de crise sanitaire, nous avançons sur la mise en place de visas électroniques et de signatures électroniques. C'est justement l'une des missions confiées à la DNUM. Alors, le temps est venu de répondre à des questions qui auront été posées en direct. Je vois qu'il y a une question encore sur les moniteurs de la bibliothèque Sainte-Barbe. Le commentaire est le suivant. Il serait donc toléré que nous restions sans ressources si dans les prochains jours un confinement serré, strict est décidé. Je le redis, si nous arrivons à ce type de situation, j'alerterai le ministère et nous verrons quelles aides peuvent être mises en place à cette occasion.
Et il y a une demande de rendez-vous qui a été faite. Nous allons donc organiser une rencontre à ce sujet, mais je rappelle que j'ai déjà reçu les représentants des moniteurs de la BSB et qu'ils ont été en contact à 2 reprises avec notre direction des ressources humaines. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au point suivant, au deuxième thème, donc sur les questions financières et budgétaires. Je souhaiterais donc rappeler la situation de notre université. Je rappelle que notre université fait partie, et le seul cas, d'établissement public qui s'est trouvé confronté à une non-certification de ses comptes 2 années consécutives, donc pour l'exercice budgétaire 2018 et pour l'exercice budgétaire 2019. Alors, c'est une non-certification de ses comptes du fait d'une impossibilité à donner les éléments qui auraient permis de les certifier. C'est le résultat, et ça a été souligné par un audit qui a été réalisé par 2 inspecteurs de l'IGSR, donc qui sont venus, qui ont rencontré différents services, différentes composantes, qui ont essayé d'analyser notre situation. Et c'est lié en fait à une désorganisation de notre université pendant de nombreuses années pour des tas de raisons, des projets sur lesquels elle travaillait mais qui l'empêchaient de réfléchir à son organisation interne, des problèmes de pilotage, des problèmes de communication simplement de l'information, des informations budgétaires et comptables entre services et services financiers. Et donc la situation telle que nous arrivons à la définir maintenant, grâce à un effort pour renforcer la chaîne budgétaire et comptable, faire en sorte qu'on puisse produire les documents nécessaires, qu'on puisse rattacher les dépenses et les recettes de façon correcte pendant les différentes opérations budgétaires et comptables, ça nous a permis de nous rendre compte de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette trajectoire qui est une trajectoire défavorable vers le déséquilibre budgétaire. Cette année, nous sommes en déséquilibre de ce point de vue-là, avec une masse salariale qui augmente de façon inexorable et il faut absolument freiner cette augmentation. Alors, ça peut paraître désespérant dit comme ça nécessite des efforts pour l'instant qui sont difficiles, ça c'est tout à fait clair, mais justement nous travaillons pour que nous ne nous retrouvions pas dans cette situation dans les années qui viennent. Et donc, tout à l'heure je parlais de marge de manœuvre. Les marges de manœuvre, c'est notamment essayer d'augmenter notre subvention pour charges de service public, et pour ça, le levier, c'est de montrer qu'on continue à attirer des étudiants, et nous en avons les moyens. Simplement, il faut être mieux organisé pour mieux les accueillir et pour faire en sorte qu'ils restent. Et puis aussi, c'est réduire certaines dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Et je pense notamment sur la question des heures complémentaires. Alors, ça reste à affiner, mais on voit que les heures complémentaires, elles sont très importantes dans notre université. On essaie de comprendre pourquoi elles ont augmenté d'une telle manière. Donc, il va falloir faire un effort de ce point de vue-là. Donc, il y a un travail sur les dépenses, mais il y a un travail aussi sur les recettes, c'est-à-dire se donner les moyens d'augmenter nos recettes d'activité, donc qui vont nous permettre de retrouver des marges de manœuvre. Ce qui veut dire, et c'est pour ça que nous avons mis l'accent dessus, miser sur la professionnalisation notamment, mais à tous les niveaux, et une professionnalisation de haute qualification, pas une professionnalisation au sens péjoratif du terme, c'est une professionnalisation adossée à la recherche, adossée à des critères qui sont aussi de réflexivité, des qualités spécifiques de nos étudiants en termes d'analyse, de recherche de l'information, et les compétences sont nombreuses et qui font la différence entre notre établissement et peut-être par exemple des écoles directement professionnelles. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi des recettes d'activité que nous pouvons envisager par la valorisation de nos futurs locaux de nation. Nous aurons une offre en termes d'équipement culturel qui est tout à fait unique pour un campus universitaire dans Paris Intramuros. Donc un amphi de 500 places, une salle de spectacle,
et 2 amphis de 300 places, et aussi un studio télé, notamment. Ces éléments-là, on peut les valoriser et on peut en tirer, tout en veillant bien évidemment à ce que ce soit dans la continuité avec notre projet pédagogique et scientifique, on peut les valoriser pour dégager là aussi des ressources d'activité. Alors, il y a une question concernant l'aspect budgétaire et comptable, une inquiétude visiblement sur, je cite, une super centralisation, c'est-à-dire le fait que certains agents seraient déplacés de certains services centraux vers justement l'agence comptable ou la direction des affaires financières. Alors, là-dessus, l'objectif, c'est justement de faire en sorte que cette chaîne budgétaire et comptable elle fonctionne mieux. Parce que si on met en place des projets, qu'on arrive plus ou moins à les financer, mais qu'après, c'est la confusion la plus totale pour savoir où sont passées les recettes, où sont passées les dépenses, eh bien, je ne vois pas trop l'intérêt. Et surtout, ça nous empêche de construire un budget sincère et qui pourrait être utilisé de façon plus pertinente dans l'intérêt, justement, de tous les projets pédagogiques ou scientifiques ou culturels, etc. Là, nous sommes dans une situation de gabegie parce qu'il n'y a pas de bonne communication et de bonne circulation de l'information sur cette chaîne-là. Et ce que je dirais par rapport à cette inquiétude de supercentralisation, c'est qu'il faut bien distinguer entre un rôle qui est un rôle d'accompagnement, de proximité des porteurs de projets et de responsables de diplômes, qui resteront décisionnaires et qui resteront conseillés par des collègues BIATS, et un rôle qui est un rôle plus technique, qui est de saisie des différentes opérations budgétaires et comptables, de saisie des engagements juridiques et de traitement de ces commandes et des demandes de paiement. Donc c'est ça la distinction qui est faite et qui fait qu'on va effectivement repenser l'organisation afin de fluidifier la chaîne des paiements et de faire en sorte que le meilleur service soit rendu justement aux porteurs de projets, plutôt que ça se perde dans les limbes et qu'après eux-mêmes se trouvent dans une situation de désarroi. Donc l'idée c'est d'améliorer la traçabilité et moi pour ma part je préfère une centralisation et qui soit super, plutôt qu'une super désorganisation. Donc j'ai donné la parole à Daniel Urrutia-Guerre, donc notre vice-président ressources budgétaires et comptables, pour peut-être compléter sur ce point et sur les projets concernant la chaîne budgétaire et comptable. Alors, en ce qui concerne donc ce projet de réorganisation de la chaîne budgétaire et comptable, donc le principe, c'est de chercher à gagner en efficacité, tout en maintenant, et c'est très important, la satisfaction, enfin l'accompagnement de proximité des porteurs de projets et des responsables de formation qui resteront décisionnaires des opportunités de dépenses. Et le principe, c'est simplement de concentrer des opérations techniques, budgétaires et comptables, depuis les engagements juridiques jusqu'aux demandes de paiement et leur traitement pour permettre le paiement par l'agence comptable au niveau de la direction des affaires financières et la création d'un service facturier aussi pour centraliser le traitement des factures. Et c'est un point aussi qui peut sans doute améliorer la traçabilité de nos opérations, puisque une des réserves des commissaires aux comptes, c'est les difficultés à rattacher les dépenses à l'exercice. Voilà. Sinon, je peux donner quelques précisions aussi sur notre évolution budgétaire. Donc, nous avons deux soucis que nous avons signalés dès le début de notre mandature. D'une part, il y a cette augmentation de la masse salariale, enfin du prix de la masse salariale, indépendamment de toute variation de volume, c'est-à-dire du fait de l'augmentation de l'ancienneté moyenne du personnel, du fait aussi qu'on doit assumer le chômage pour les personnes contractuelles en fin de contrat. Il y a donc une augmentation
mécanique de la masse salariale de l'ordre de 1 million d'euros, qui est compensé très partiellement par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et sur ce point, nous sommes engagés dans une démarche de dialogue avec le rectorat et non pas d'affrontement. Et nous réussissons à nous faire entendre à condition qu'on renforce notre crédibilité. Et un facteur très important pour renforcer cette crédibilité, c'est pouvoir rapidement lever cette impossibilité des commissaires aux comptes pour certifier nos comptes. C'est également nous engager dans des réformes pour gagner en efficacité. Et nous avons une écoute plutôt bienveillante du rectorat vis-à-vis des réformes sur lesquelles nous nous engageons et une promesse d'accompagnement budgétaire donc du ministère pour soulager donc notre contrainte budgétaire. Notre point sur lequel nous avons aussi alerté, le président a déjà envoyé de longue date une lettre au directeur du cabinet de la ministre, c'est ce choix qui a été effectué en 2013, donc c'est un héritage qui est très pesant, d'autofinancer les équipements en mobilier et en informatique pour le campus de Nation. Comme ce sont des investissements que nous allons autofinancer, cela va aussi augmenter donc, la charge d'amortissement de l'ordre d'un peu plus d'1 million d'euros chaque année. Et pour donner des ordres de grandeur, donc pour le budget 2021, nous prévoyons un déficit de l'ordre de 4,4 millions d'euros. Alors que normalement, nous devons présenter un budget en équilibre. Si au bout de 2 ans, ce budget est déséquilibré, nous sommes en déficit, le rectorat est en droit de nous mettre en contrôle rapproché, ou en d'autres termes sous tutelle. Et à ce moment-là, c'est le rectorat qui prend la main pour donc rétablir l'équilibre budgétaire. Et globalement, du fait de cette prise en charge des investissements pour l'équipement à Nation, notre trésorerie devrait diminuer de presque 10 millions d'euros au cours de l'année 2021. Par conséquent, nous sommes contraints effectivement de veiller à la modération de l'évolution de la masse salariale et bien entendu à nous engager résolument dans l'augmentation des recettes d'activité de façon à pouvoir dégager des marges de manœuvre budgétaires. Merci Daniel. Juste une question à laquelle je vais répondre. Le temps presse, mais il me semble important d'y répondre. Une question qui a été posée en direct sur les heures complémentaires. Alors, c'est vrai que je me suis exprimé rapidement, mais j'aimerais rassurer la collègue qui a posé la question. Donc, la question, c'est sur les heures complémentaires. C'est une remarque. Les heures complémentaires sont nécessaires pour assurer des enseignements obligatoires et pour lesquels nous manquons d'enseignants et où peinons à recruter des vacataires. Donc, elle parle des heures complémentaires des titulaires. Alors qu'il s'agisse d'heures complémentaires de titulaires ou de chargés de cours, l'objectif, ce n'est pas d'être dans une sorte de haro sur les heures complémentaires, ce n'est pas ça du tout. L'idée, c'est qu'on constate qu'il manque un suivi dans la gestion de ces heures complémentaires et il manque aussi une forme de collégialité sur, je dirais, l'aspect pédagogique, les enjeux pédagogiques de ces heures-là. Et donc, ce que nous préconisons, c'est que d'abord, on évite par un meilleur suivi certaines dérives où là où nous arrivons, par exemple, à des... Il me semble que c'est cette année 35 UE au premier semestre qui étaient avec un seul inscrit, des UE avec 0 étudiant qui ont quand même fait l'objet de... Enfin, il y a eu quand même un paiement, une mise en paiement de l'enseignant concerné. Donc déjà, éviter ce genre de dérives, et comment elles ont pu survenir. Et puis, d'autre part, évidemment, il y a des cas où les
les seuils qui avaient été votés au CA en 2016 ne pourront pas être respectés, c'est-à-dire minimum 18 étudiants par groupe en licence, 10 en master. Évidemment qu'il y a des exceptions, mais il faut déjà s'assurer que la majorité répondent bien à la règle. Et puis ces exceptions, elles doivent être connues de tous, elles doivent être discutées en CFVU et motivées, tout simplement. Il n'y a aucun problème à établir des exceptions, mais il faut que ça se fasse dans la transparence et que ça corresponde à un projet de l'établissement. Voilà, donc justement, puisque nous parlons de pédagogie et de projet d'établissement, on va passer au troisième thème, à savoir la formation et la vie étudiante. Et je vais donner tout de suite la parole à notre vice-président CFVU, Michel Magnin, sur une question qui a été posée sur les couples majeurs-mineurs. Oui, bonjour. On nous a interrogé sur le fait de savoir si nous allions à un moment ou à un autre réexaminer cette articulation entre les majeurs et les mineurs au sein de nos différentes maquettes. Je vous rappelle que là, nous allons arriver aux 2 ans de notre accréditation dans quelques mois, donc ce sera évidemment le moment peut-être de faire un bilan. Alors, malheureusement, le calendrier des modifications des maquettes étant extrêmement contraint, ce sera difficile de l'envisager pour la rentrée prochaine. Ça, c'est un premier point. J'ai fait une circulaire récemment à ce sujet au directeur de composante. Bien, mais cela n'empêche pas que chaque responsable de parcours, chaque directeur de département, finalement, fasse le bilan de ces articulations et essaye peut-être de définir les parcours majeurs mineurs qui finalement seraient mal montés ou n'auraient pas totalement rempli leurs objectifs. Alors, un indicateur, puisque c'est le mot à la mode et c'est ce après quoi nous courons, un indicateur pourrait peut-être être de réfléchir au taux on pourrait appeler d'évaporation d'étudiants entre la première année et la deuxième et la troisième année. Voir si finalement les étudiants sont fidèles à ces articulations majeures-mineures ou s'ils se dépêchent, une fois leur L1 terminée, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ça pourrait être un premier critère. Bon, là, il y a toute une série de choses à quoi nous devons réfléchir. Bien entendu, moi, je suis prêt à vous y aider. Cela fait partie de mon mandat. Il ne faut pas oublier que moi, je suis là pour encore 2 ans et demi et que les 2 dernières années de mon mandat seront évidemment, si il n'y a pas de nouvelles catastrophes, seront bien sûr très majoritairement consacrés à élaborer la nouvelle offre de formation 2023-2027. Bon, ça, j'en suis bien conscient. Bon, pour l'instant, évidemment, vous n'avez rien vu apparaître sur vos écrans parce que, comme vous le savez, nous avons d'autres préoccupations en ce moment. Entre le Covid et Nation, on est bien servi. Mais bien entendu, ça fait partie de mes pensées, de mes arrière-pensées. Et il va falloir que tous ensemble, nous commencions à ouvrir ce vaste chantier de la future offre de formation. Et cette réflexion sur les articulations majeures-mineures sera sans doute un des axes principaux de nos réflexions. Merci. Alors, on va donner la parole à notre vice-présidente pédagogie, donc Hélène Josse, sur les questions relatives au numérique, l'ENEAD, la formation Google. Oui, merci. Alors, nous avons eu plusieurs commentaires et le premier a été un compliment. Ça fait plaisir, merci. Nous avons été remerciés sur la qualité des formations que les enseignants avaient reçues pour se former donc aux outils numériques pour enseigner. Donc, le compliment a été transmis à l'ENEAD, qui est le service qui fournit ces formations. Nous avons aussi une question concernant le maniement des outils numériques et plus particulièrement de la suite Google. Alors, dans la suite Google, il y a une partie des outils qui relèvent plutôt de la bureautique, disons, comme le mail ou la gestion du drive. Et là, c'est la DNUM qui est en train de s'en occuper, qui recrute un prestataire extérieur pour faire des formations, donc qui seront très bientôt possibles. Et puis la deuxième partie concerne davantage la pédagogie, avec l'utilisation de Meet pour les classes virtuelles et du Jamboard, c'est-à-dire le tableau blanc interactif. Alors, il existe un tuto
sur Meet qui est disponible sur un cours e-campus auquel tous les enseignants sont inscrits par défaut. Il s'agit d'un cours qui s'appelle « Ressources pour l'enseignement à distance ». Dedans, vous trouverez une rubrique « Outils » et tout en haut de cette rubrique « Outils », le tuto pour utiliser Meet afin de faire des cours, des visios. Je précise aussi que 2 formations sont prévues les 3 et 23 février sur les outils pour communiquer avec les étudiants lorsqu'on est à distance. Donc ces 2 formations vont s'axer essentiellement sur l'utilisation du forum et du chat, mais suite à la question qui a été postée sur le Padlet, Grégory Furmaniac a proposé de rajouter un module sur Meet, puisqu'effectivement ça semble correspondre à une demande. De manière plus générale, l'ENEAD a une offre très riche de formation pour les enseignants qui souhaitent se former aux outils numériques, sous la direction de Grégory Furmaniac et Maxime Pinard. Et je vous invite vraiment à écrire à eCampus si vous avez des besoins de formation spécifiques auxquels ils n'auraient pas pensé. Comme vous le savez, il y a déjà 2 ingénieurs pédagogiques très réactifs qui assurent la hotline lorsque vous avez des questions. Et récemment, on a 2 conseillères pédagogiques qui ont rejoint l'équipe et qui peuvent monter des formations lorsque un besoin se fait sentir. Donc surtout, n'hésitez pas. Dernière série de questions sur l'ouverture éventuelle de cours, voire de formations à distance, et puis aussi sur comment est-ce qu'on pourrait le financer. Alors, un des intervenants sur le Padlet a indiqué qu'on pourrait faire payer les personnes qui s'inscrivent à ces formations de manière à les financer. Et un autre intervenant ou une autre intervenante a au contraire insisté sur le fait qu'il fallait s'assurer de la quasi-gratuité de ces formations, en particulier si elles sont destinées à des publics empêchés au sens large, comme les personnes en situation de handicap ou les personnes incarcérées, ou pourquoi pas les personnes, bien sûr, qui travaillent à plein temps. Alors, c'est une volonté clairement affichée par l'équipe présidentielle que de développer l'offre de formation à distance. D'abord parce que c'est un besoin sociétal. Donc cette année, c'est très particulier, on fait du distanciel subi, mais lorsque le distanciel est choisi, il répond vraiment à un besoin des personnes qui s'inscrivent. Et puis, c'est aussi une obligation de service public que de proposer des enseignements à tous les publics, y compris ceux qui sont plus difficiles à atteindre, comme les étudiants incarcérés, par exemple. Donc, sur le fait de comment on finance ces ouvertures éventuelles. Faire payer les inscrits. Pourquoi pas s'il s'agit d'une formation plaisir, comme dans une université du temps libre par exemple, mais il n'est évidemment pas question de faire un surcoût pour des personnes en formation initiale pour lesquelles nous recevons des subventions, quand bien même cela ne suffirait pas. Donc pour l'ouverture de ces formations, nous dépendons de financement de nos tutelles. Et autant l'équipe présidentielle que l'ENEAD répond inlassablement à des appels à projets. Donc nous arrivons parfois à obtenir des financements, surtout pour du matériel. Il est beaucoup plus difficile d'obtenir des financements pour des moyens humains, qu'il s'agisse d'heures d'enseignement ou de vacations administratives ou d'heures administratives. Donc c'est quelque chose que nous allons continuer à faire, donc affaire à suivre. Merci Hélène. Donc je passe la parole à Catherine Treilloux-Ballaudet, notre vice-présidente culture et communication, pour répondre à une question sur la mise en place possible d'une université du temps libre. Merci. En effet, la question qui a été posée portait sur l'opportunité de créer une université du temps libre qui proposerait une offre de formation payante pour des publics non étudiants et sans visée diplômante, et activité qui serait génératrice de ressources pour l'université. Alors le projet, la question est très intéressante, le projet est à l'étude, donc d'une offre de formation effectivement non diplômante, à la carte, qui pourrait prendre la forme de cours, de conférences, d'ateliers, dans nos domaines d'expertise en fait, et de formation, domaine des langues, des littératures, des arts, des médias, de la culture, avec éventuellement des offres d'initiation à des pratiques artistiques. Voici quel est l'état de la réflexion. Il y a 2 périmètres possibles pour cette université du temps libre, le périmètre de l'université Sorbonne Nouvelle ou le périmètre de l'Alliance Sorbonne Alliance, et notamment dans le cadre d'une collaboration avec l'université Paris 1.
Alors, si nous créons cette université du temps libre dans le cadre de la Sorbonne Nouvelle, nous nous adresserons au public local de notre futur site, celui du 12e arrondissement, qui est actuellement peu couvert par une telle offre, à l'inverse du quartier latin. Mais l'avantage d'envisager cette université du temps libre dans Sorbonne Alliance est d'une part la mutualisation des moyens et de l'offre de formation, et d'autre part la possibilité de toucher des publics sur plusieurs sites, puisque au site de Nation s'ajouterait celui du 5e arrondissement et éventuellement celui du campus Condorcet où les deux universités sont installées. Donc le calendrier, quelques mots sur le calendrier. Alors évidemment, le calendrier est subordonné à notre installation sur le campus Nation, puisqu'il est indispensable de nous approprier ce campus et ses équipements, mais également de mener des enquêtes auprès des publics potentiels pour élaborer vraiment concrètement ce projet. Donc l'objectif est de parvenir à élaborer ce projet dans le courant de l'année universitaire prochaine, de manière à pouvoir proposer à la rentrée 2022 une offre qui sera peut-être dans un premier temps restreinte et qui sera appelée à s'enrichir si la demande suit. Merci Catherine. Alors, je vais répondre à deux dernières questions de cette rubrique. L'une concerne l'utilisation de Zoom. Donc, un ou une collègue pose la question de savoir pourquoi notre université ne s'engage pas dans un partenariat avec Zoom, contrairement à d'autres universités. Alors, j'aimerais quand même signaler que seule l'Université de Paris a contracté officiellement avec Zoom. L'utilisation de cette technologie dans les autres universités et grandes écoles est issue d'initiatives personnelles ou d'entités qui n'ont pas été déclarées aux délégués à la protection des données. Donc, ce sont donc des pratiques qui ne sont pas conformes et qui sont illégales. Nous sommes bien conscients que Zoom présente des avantages en termes de confort d'utilisation et pour un certain nombre de fonctionnalités. Mais voilà, il fallait faire aussi la part des choses, et notamment par rapport à des risques qu'il présente en termes de risques d'intrusion et de défauts en termes de sécurité numérique. Donc je rappelle que d'abord Zoom collecte énormément de données personnelles, qu'il y a eu en novembre 2020 une plainte déposée par la Federal Trade Commission pour pratiques trompeuses et déloyales compromettant la sécurité des utilisateurs, notamment fondée sur le fait que Zoom utilise un niveau de cryptage inférieur à celui qu'il annonce et que ce cryptage n'est pas systématique. Et la conséquence, j'ai évoqué tout à l'heure les problèmes d'intrusion. Ça, c'est je pense que vous connaissez peut-être des cas. Moi-même, j'ai pu en faire l'expérience, c'est-à-dire d'intrusion dans une soutenance de thèse. Alors, dans le cas qui me concerne récemment, ce n'était pas dramatique, c'est simplement un visiteur impromptu qui est reparti assez rapidement. Mais dans d'autres cas, c'était des images pornographiques ou pédopornographiques. Donc voilà, je prends la responsabilité d'éviter cela, en tout cas de ne pas engager la responsabilité de l'université, justement, à exposer les collègues et les étudiants à ce type de dérive. Alors l'autre question concerne le soutien financier aux étudiants durant la crise. C'est quelqu'un qui nous demande pourquoi on n'a pas utilisé les fonds non utilisés pour des projets pour apporter un soutien financier aux étudiants. Alors d'abord, j'aimerais rappeler que nous avons mis en place des chèques, justement des bons d'achat au plus fort de la crise pendant le confinement pour venir en aide aux étudiants qui étaient en situation de précarité. Nous avons pu le faire parce que nous étions dans un cadre qui était un cadre de situation d'urgence défini par l'État et qui nous permettait justement de ne pas passer par les procédures habituelles qui sont relativement longues pour mettre en place ce type d'initiative. Sachant que l'aide aux étudiants, normalement, doit être assurée par les Crous. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et une fois sortis de cette situation d'exception, de cet état d'exception, nous ne pouvions plus continuer à pratiquer la même politique, d'autant plus que pour mettre cela en place, nous avons dû passer des marchés, et ces marchés on avait atteint le plafond d'utilisation de ces marchés. C'est d'ailleurs, par ricochet, l'une des raisons pour lesquelles nous avions une enveloppe extrêmement réduite pour les chèques cadeaux pour les personnels, parce que justement nous étions passés par les mêmes marchés. Donc, nous avons préféré
nous concentrer sur quelque chose qui relève plus directement du périmètre, je dirais, de compétences de l'université, c'est-à-dire la pédagogie, et donc nous concentrer sur les questions de fracture numérique et d'aide à l'équipement numérique pour pouvoir suivre les cours à distance et travailler chez soi aussi avec le matériel adéquat. Et c'est pour ça qu'à la CVU, il y a un groupe de travail justement sur la fracture numérique, et donc ce qui suppose justement de repérer tous les moyens d'acheter des ordinateurs et de les prêter ou donner à des étudiants, mais aussi des clés 4G. C'est aussi passé par des opérations du type Emmaüs Connect qui permettent aussi d'avoir des moyens justement en termes de connectivité pour que les étudiants puissent plus facilement suivre les cours à distance. Voilà, donc nous continuons à être engagés, mais sous une autre forme. Et je pense que nous pouvons passer maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, au volet recherche. Et je vais donc donner la parole à Pauline Schnapper, notre vice-présidente recherche. Bonjour, j'espère qu'on m'entend. Oui, c'est bon. Merci, bonjour à tous. Donc j'ai vu 3 questions portant sur la recherche dans le Padlet, ou en tout cas 2. J'ai une interrogation sur la 3e qui me semble relever plutôt des formations. Mais en tout cas 2 auxquelles je vais essayer de répondre. L'une portait sur les règles et les objectifs en matière de publication. Alors je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris le sens précis de cette question, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Est-ce que la question portait, c'est là où je regrette qu'on ne puisse pas se parler directement, évidemment, pour avoir des précisions. Est-ce que cette question porte sur les presses de la Sorbonne Nouvelle, la politique de publication des PSN? Et dans ce cas-là, je peux, oui, en dire un mot. Est-ce qu'elle concerne les politiques au sein des équipes de recherche pour encourager les publications des collègues? Ou encore, j'ai compris comme peut-être une question portant sur la science ouverte. Alors, comme je ne suis pas tout à fait sûre du sens de cette question, je vais répondre vraiment très rapidement sur au moins le premier et le 3e point. Donc, sur les PSN, oui, bien sûr, il y a une politique des PSN. Je vous renvoie surtout à Catherine Brun, la directrice des PSN, qui fait un gros travail pour développer nos presses et pour améliorer la communication sur les presses et la diffusion des ouvrages que nous publions aux presses. En ce qui concerne la science ouverte, nous travaillons dessus précisément en ce moment avec la DBU, la DIRVED, et le président et moi-même allons bientôt diffuser la note officielle qui sera adoptée par la Sorbonne Nouvelle via la commission de la recherche sur cette science ouverte. C'est un des objectifs obligatoires désormais pour les universités et sur lesquels il y a eu un gros travail. Je profite de l'occasion pour remercier la DBU et la DIRVED qui ont travaillé là-dessus. Et puis, l'autre question qui m'a été posée directement concerne la question des UMR et de la dotation des UMR. Alors, cette question me donne l'occasion de rappeler le travail qui a été fait par à la fois les directions d'équipes de recherche et par la commission de la recherche pour remettre à plat cette question des dotations des équipes de recherche. Alors, la question était un peu provocatrice, elle parlait de diminution des dotations des UMR. Il n'était évidemment pas question de réduire les dotations des UMR. Ça n'est pas du tout l'esprit du travail qui a été fait. Encore une fois, en collaboration, hein, ce n'est pas un caprice de ma part. C'est un travail qui s'est fait au sein des réunions des directeurs d'équipe, d'une part, et donc de la CR. L'idée était la suivante, il s'agissait de remettre à plat les dotations qui étaient très inégales, souvent dues pour des raisons historiques, de regroupement, au contraire de scission d'équipes, et de recalculs qui n'avaient pas été faits au fur et à mesure, et qui aboutissaient à ce que certaines équipes soient relativement
tout est relatif dans le monde dans lequel nous sommes en matière de financement de la recherche, bien sûr, mais qui étaient relativement surdotés, alors que d'autres étaient relativement sous-dotés. Donc nous avons fait un gros travail dans la transparence, j'insiste là-dessus. Tous les chiffres ont toujours été disponibles pour toutes les équipes concernées et les membres de l'ACR, encore une fois. Donc nous avons fait un travail ensemble pour regarder les différentes hypothèses sur lesquelles on pouvait fonder de nouvelles dotations. Et après un travail d'élimination des différentes hypothèses en tenant compte du nombre de doctorants, du nombre de publications, je vous épargne les détails, on est arrivé au résultat que la façon la plus équitable de fonctionner était de calculer les dotations en fonction du nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs dans chaque équipe. Le résultat, c'est que certaines équipes ont perdu dans ce nouveau calcul, d'autres ont gagné, puisque bien sûr la dotation globale n'a pas changé. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce ne sont pas les UMR qui ont perdu, les EA qui ont gagné. Il y a des EA qui ont perdu, des EA qui ont gagné, des UMR qui ont gagné ou qui ont perdu. Et ce que nous avons tout de suite dit, c'est que les équipes qui perdraient, quel que soit leur statut, seraient accompagnées par la DIRVED en jouant notamment sur le système de part fixe et de part variable. C'est-à-dire que les équipes qui allaient être perdantes, entre guillemets, pourraient récupérer la part variable non utilisée d'autres équipes. On s'y est engagé, c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Donc il n'y a pas de politique de sous-dotation des UMR, j'insiste là-dessus. Et je me permets pour terminer d'insister sur le fait qu'il me paraît vraiment important de ne pas opposer les équipes entre elles ou les collègues entre eux. Nous n'avons vraiment pas besoin de cela en ce moment, nous avons suffisamment de soucis pour cela. Nous avons la chance d'avoir une très bonne recherche à la Sorbonne Nouvelle, qui ne dépend pas des structures institutionnelles. Ce ne sont pas les structures qui font la recherche, ce sont les collègues. Et de très bons chercheurs, nous en avons et dans les UMR et dans les équipes d'accueil. C'est notre chance. Donc, voilà, il faut garder ça en tête. Il me semble que c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline. Et donc, nous passons à présent au dossier Nation, où beaucoup de questions ont été posées. Je vais donner la parole à notre vice-présidente du CA, donc Ada Tosati. Donc, merci et bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, comme le rappelait le président, beaucoup de questions ont été posées sur Nation, ce qui est bien évidemment logique puisqu'il s'agit d'un sujet qui nous préoccupe et nous occupe tous, notre projet collectif effectivement pour la prochaine rentrée. Je voudrais commencer par un rappel effectivement des dates jalons dont nous avons aujourd'hui connaissance et qui nous ont été communiquées récemment par les PORIF et par le rectorat. Donc la date de commission de sécurité à Blanc devrait se tenir le 15 février. Après cette date, cette commission de sécurité à Blanc intervient justement la commission de sécurité à proprement parler. La date donc, de cette commission de sécurité est prévue un mois après. Donc on arrive à une date qui est le 15 mars. Ensuite, 2 semaines après le passage de la commission de sécurité, nous avons effectivement la date de remise des clés. Et c'est à partir de ce moment, effectivement, que les premières équipes opérationnelles, la DNUM, la DPIL, pourront commencer à intervenir sur le chantier. J'aimerais effectivement rappeler aussi les différentes étapes dont on doit s'occuper avant de pouvoir recevoir l'ensemble des personnels et des étudiants sur le site, c'est-à-dire avant justement d'arriver à un fonctionnement normal. Il y a 3 phases d'exploitation-maintenance. Une phase dite de recouvrement, c'est-à-dire qui intervient dès à présent par nos prestataires de maintenance multitechniques et qui se poursuit jusqu'à la date des remises de clés. Il y a ensuite une phase de prise en charge des installations qui interviendra un mois après la date de remise des clés et une phase transitoire avant l'arrivée des personnels administratifs et des étudiants. C'est la phase en fait, de prise en charge qui, elle, s'étendra jusqu'au 23 août, démarrage de la phase dite normale, là où justement l'ensemble des personnels et des étudiants pourront intégrer le site de Nation. Donc, l'arrivée des premières équipes opérationnelles, la DNUM, la DPIL, la DBU, pourra se faire à partir de la date des remises des clés pour les opérations de mise en service du bâtiment.
La première direction témoin, les premières directions témoins, c'est-à-dire la DRH et le DGS, c'est les équipes qui sont en Sorbonne, devraient pouvoir arriver autour du 15 juin. Le déménagement des autres services et des composantes, en revanche, interviendra à partir du mois de juin jusqu'à la fin du mois de juillet, avant, bien évidemment, la fermeture administrative de l'établissement. En essayant bien évidemment de prendre en compte toutes les contraintes administratives et pédagogiques de chaque service et composante. L'objectif, je le rappelle, est que l'ensemble des directions et des services est déménagé avant la date de fermeture administrative de l'université qui, je le rappelle, est le 23 juillet. Il y avait une question aussi concernant le message envoyé par le président au sujet justement du retard pris pour les opérations de transfert. Donc, il est important de rappeler qu'il y a plusieurs années, le choix avait été fait que le bâtiment ne soit pas livré clé en main par les PORIF, mais qu'il y ait une implication forte de notre université, notamment sur un certain nombre de missions que je rappellerai après. On a pu constater justement, du fait de cette séparation entre les tâches assumées par les PORIF et celles assumées par la Sorbonne Nouvelle, une disharmonie entre les besoins formulés par notre université et ce qui est proposé. Et nos équipes, que je tiens vraiment à remercier, aussi bien les équipes de la DEPIL que de la DENUM, travaillent à cette mise en adéquation, notamment en termes de puissance électrique et de refroidissement. Et c'est ça, effectivement, qui entraîne cette mise en adéquation, les travaux nécessaires pour cette mise en adéquation, qui entraînent effectivement le retard des opérations d'emménagement à proprement parler. En même temps, voilà, je tiens vraiment à rappeler qu'on maintient le cap pour la rentrée et que donc nous allons pouvoir accueillir nos étudiants à la prochaine rentrée à Nation. C'est le souhait, voilà, de tout le monde, de notre université, du rectorat, de l'EPORIF. Donc on y travaille pleinement et activement. Je disais tout à l'heure effectivement que les tâches que nous avons à mener sont nombreuses et complexes, donc je tenais quand même à rappeler les différentes missions dont l'université a le mandat, à la fois le déploiement du réseau informatique et téléphonique, l'installation de l'informatique, le déploiement du contrôle d'accès et donc le paramétrage des badges et des droits d'accès, le déploiement des systèmes d'interprétation de l'ESIT, le déploiement du matériel audiovisuel, et ça concerne notamment aussi tous l'équipement des grandes salles, l'amphithéâtre, le théâtre, mais aussi les salles de cours ou de travail en groupe et les salles de visioconférence. Toutes ces installations devront être réceptionnées au plus tard, justement, le 23 août. Et il y a encore, bien évidemment, parmi les missions dont l'université a le mandat, l'installation des mobiliers neufs pour les espaces de travail. Donc là, c'est un travail qui a été mené principalement par la DEPIL et notamment par le pôle qui travaille sur le projet Nation, donc la chef de projet Nation. L'installation aussi du système de RFID, c'est-à-dire le contrôle pour les bibliothèques, la réalisation des travaux de parachèvement architecturaux, donc la création voilà, de banques d'accueil dans le hall d'entrée, ou l'aménagement des salles de pratique muséales, ou la création, par exemple, de points d'eau complémentaires pour la médecine préventive. Et enfin, la réalisation des travaux de parachèvement technique. Voilà, donc c'est un ensemble d'opérations importantes et complexes que nous prenons en charge en tant que Sorbonne Nouvelle. Et bien évidemment, on est accompagné dans toutes ces missions par le rectorat et par les PORIF, mais c'est pour vous donner une idée de la complexité, effectivement, des missions que nous sommes en train d'affronter en ces temps-ci. Il y avait aussi des questions plus, voilà, qui concernent plus effectivement la possibilité de se projeter dans les nouveaux bureaux de Nation. Alors, il y a certaines visites qui ont pu être organisées. Je tiens à rappeler que la crise sanitaire ne nous simplifie pas la vie, puisque, bien évidemment, bon, il y a eu la phase de confinement, les 2 phases de confinement, et il y a aussi la nécessité de, en fait, réduire la présence
des visiteurs sur le site pour ne pas entraver les opérations justement qui sont en cours de la part de l'EPORIF. Ce qui en fait limite, comme je disais, les personnes, les groupes pouvant se rendre sur place. Nous avons prévu pour justement contrer aussi peut-être ce manque de communication dont une collègue ou un collègue s'était plaint sur le Padlet, voilà, d'essayer de peut-être organiser, là je me tourne plutôt, et peut-être que la vice-présidente culture et communication pourra compléter, essayer effectivement de donner, avoir les nouveaux locaux de Nation par le biais du site internet avant de pouvoir reprendre l'ensemble des visites. Il y en a qui seront prévues, qui ont déjà été prévues avec certaines composantes et certains services, elles vont être poursuivies, mais il me semble aussi important de rappeler en tous les cas, pour tout ce qui est justement la présentation des plans et la possibilité de connaître les bureaux où les collègues iront, que des réunions ont été organisées régulièrement par la chef de projet Nation avec les différents services et les différentes composantes. Une réunion de présentation des plans sera certainement aussi prévue avec l'ensemble à nouveau des services et composantes aux alentours de mars. Et je tenais à rappeler que justement pour pouvoir prendre en main le nouveau site de Nation, il y a un comité de suivi emménagement qui a été mis en place. Une question concernait aussi la fermeture des bibliothèques. Nous sommes bien conscients effectivement des difficultés, du désagrément voilà, que cette fermeture assez longue peut impliquer. Je tiens en même temps à rappeler que en réalité 7 mois, alors c'était voilà, est-ce qu'il faut vraiment n'est-il pas envisageable de déménager en moins de 7 mois? C'était la question qui était posée. Je tiens à rappeler en réalité que les délais sont contraints et que des opérations similaires prennent habituellement environ 1 an. Il est important en effet d'avoir conscience aussi de la complexité des opérations qui doivent être menées par la DBU. Il s'agit de faire converger en un seul fonds 8 collections, 8 équipes de DBU plus l'équipe bâtie, et de procéder à un nombre d'opérations importantes, notamment de réétiquetage et d'intercalation justement de ces collections. La DBU en même temps a bien communiqué aussi justement auprès des étudiants et auprès des collègues pour mettre en place un système de prêt de longue durée voilà, qui doit effectivement servir à réduire le désagrément et compenser effectivement les difficultés que cette fermeture, encore une fois, qui se déroule sur un temps resserré au maximum pour les équipes, puisse avoir lieu. Il y avait aussi une question qui concernait les locaux en Sorbonne et notamment voilà, le souhait de pouvoir effectivement être, notamment par le service de formation continue, de pouvoir être présent à Nation et donc voilà, regrettant en quelque sorte le choix d'une localisation en Sorbonne. Alors, on peut expliquer ce choix par plusieurs raisons. Une raison certainement est le désir, la volonté de l'équipe que la présence de nos étudiants et de nos équipes en Sorbonne permette aussi justement de la Sorbonne d'être vivant, qu'on ait une occupation vivante justement du site de Sorbonne. Il est important aussi voilà, de considérer en tous les cas qu'une antenne sera prévue à Nation pour les équipes de formation continue. Donc, il y a d'autres équipes comme l'ADAI qui iront en Sorbonne. Voilà, et le lien de toute façon entre le campus Nation et le site de la Sorbonne se fera et doit se faire dans les meilleures conditions. Pour répondre effectivement spécifiquement aux collègues ou à la collègue, je tiens aussi à préciser que si ce n'est pas déjà le cas, un rendez-vous voilà, sera prévu avec l'ensemble du service pour représenter justement l'organisation
prévue pour Nation et la Sorbonne, c'est-à-dire cette antenne à Nation et les locaux en Sorbonne. Il y avait une question sur les équipements des salles de cours et notamment sur les visualiseurs. En ce qui concerne cette question, une salle de cours témoin sera mise en place à Nation avec le matériel audiovisuel retenu. Idéalement, on aimerait que cette salle de cours puisse être mise en place pour le mois de mai, en espérant aussi que la période Covid soit derrière nous et qu'on puisse effectivement se rendre plus facilement à Nation. Enfin, il y avait une question sur Nation dans le monde après. Alors là encore, c'est peut-être une question qu'on pourra développer plus. La question portait sur le projet d'une fondation, justement, et les liens avec le territoire. Donc là, c'est un projet qu'on n'a pas abandonné. Voilà, on y travaille et il sera certainement développé et pris en charge par la nouvelle direction de la communication, de la valorisation et des partenariats, mais voilà, j'en finis moi pour la partie qui concerne plus Nation, à moins qu'il n'y ait des questions précises. Voilà, il y a une question sur la rentrée. Oui, et juste pour terminer sur la question de la fondation universitaire, effectivement, comme vous l'a dit la vice-présidente du CA, c'est un projet qui est crucial pour nous, qui est inscrit dans notre contrat de site. Nous l'avons défendu auprès de nos tutelles dans le cadre du dialogue stratégique et de gestion, mais le ministère a préféré retenir notre autre projet qui était sur un renforcement de nos capacités en termes d'enseignement à distance. Le contexte de la crise sanitaire fait qu'il est difficile de démarcher de potentiels mécènes. Enfin, le contexte économique n'est pas favorable en ce moment à la mise en place de cette fondation, mais nous nous donnons les moyens, je dirais en termes d'organisation, donc par le lancement de la direction de la communication, de la valorisation et des partenariats, les moyens justement d'assurer le développement de cette fondation. Donc, comme le disait Ada Tosati, ce projet suit son cours. Il y a des questions sur la rentrée, sur cette rentrée difficile, et pour cause, avec des consignes qui changent constamment. Et nous sommes comme vous, c'est-à-dire que nous n'avons pas de directives claires, et les directives qui parviennent, parfois parviennent par voie de presse, donc nous la prenons en même temps que vous. Et ce que je peux simplement vous dire pour l'instant, c'est que donc nous nous préparons à toutes les éventualités, nous réfléchissons à différents scénarios, ce sera fait bien évidemment en concertation avec les composantes et aussi avec la CFVU, bien évidemment, ce sera discuté en CFVU, mais nous avons besoin d'un cadrage. Alors, peut-être, je nourris l'espoir d'avoir des informations aujourd'hui et demain, parce qu'il y a une réunion de la CPU, la conférence des présidents d'université, avec la DGCIP ce soir, et une autre réunion avec la ministre demain. Donc peut-être que des annonces nous seront faites. En tout cas, j'ai fait remonter un certain nombre de questions, un certain nombre de préoccupations aussi concernant notre université. Et nous enchaînons avec le thème numéro 6, à savoir la vie culturelle et la vie de campus, avec une question sur notre rapport à notre futur territoire. Et donc je redonne la parole à Catherine Treilloux-Ballaudet. Merci. Avant de répondre à la question qui a été posée, je souhaiterais donner quelques éléments pour répondre à la question posée par la vice-présidente CA sur serait-il possible, alors que le déménagement est reporté et que la plupart, le plus grand nombre des personnels ne peut pas se représenter en fait le nouveau campus et les bureaux qui seront affectés à tel et tel service, serait-il possible de donner à voir Nation? Alors le contexte est le suivant. L'équipe qui s'intitule maintenant le service infrastructure, proximité et audiovisuel de la DNUM, que je remercie à cette occasion d'avoir pu organiser et mettre en œuvre le présent échange,
est extrêmement sollicité d'une part par son propre déménagement, qui a lieu en ce moment, et d'autre part par l'objectif prioritaire qui reste actuellement la préparation des journées portes ouvertes de l'université, qui auront lieu donc le 6 février et le 6 mars à distance. Mais l'idée serait peut-être, à partir du moment où de nouvelles disponibilités se feraient peut-être jour au sein de cette équipe, de pouvoir organiser des visites virtuelles, comme on le fait pour des logements, à l'intérieur de notre future maison commune, hein, le Campus Nation, des visites virtuelles par espace, c'est-à-dire l'espace de telle direction, l'espace de tel service, quelques salles de cours pour permettre à tous et toutes de se projeter en attendant d'investir physiquement les lieux. Voilà, donc c'est une hypothèse, elle est sous réserve de la disponibilité de plusieurs équipes, parce que vous imaginez bien que pour arriver à avoir des visites virtuelles de tous les services, direction et de quelques équipements pédagogiques, c'est une tâche qui sera conséquente. Alors j'en viens maintenant à la question qui a été posée, qui touche à la fois à la vie culturelle, à la vie associative et à l'implantation de notre université dans son nouveau territoire. Donc la question posée, c'était existe-t-il déjà des partenariats avec le tissu culturel et associatif du 12e arrondissement, où sont-ils à bâtir avec et pour nos étudiants? Alors, la Sorbonne Nouvelle, via ses formations et la vitalité de son action culturelle, a déjà noué des partenariats actifs avec des structures culturelles et artistiques du 12e arrondissement. Je ne donnerai que quelques exemples. La Cinémathèque française, partenaire du département cinéma et audiovisuel au sein de l'UFR des Arts et Médias, les théâtres de la Cartoucherie, d'autres théâtres du 12e arrondissement, le Musée national de l'histoire de l'immigration. Par ailleurs, nous prenons connaissance de la richesse du réseau et du tissu associatif du 12e arrondissement en participant depuis un an maintenant aux réunions de la commission culture de proximité de la mairie du 12e arrondissement. Et donc les étudiants et les associations étudiantes auront, bien sûr, dès notre première rentrée sur le Campus Nation, l'occasion d'échanger et de nouer des liens avec les acteurs culturels et associatifs de notre nouveau territoire, notamment autour du Festival des Cultures que notre université prévoit pour la fin de l'année 2021 et pour lequel les appels à projets étudiants et direction et services seront bientôt lancés. Merci beaucoup Catherine. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Non, pas pour l'instant. Oui. Alors, donc nous passons à la 7e rubrique, à savoir la politique internationale de notre université. Et je vais donc donner la parole à Éric Maigret, notre vice-président délégué aux affaires internationales, pour répondre à une question qui a été posée. Oui, bonjour. Était évoquée en fait la question de la participation de notre université au réseau et associations diverses et variées qui regroupent les universités en Europe ou dans le monde. Est-ce que nous participons à de tels réseaux? Voilà, en plus des partenariats internationaux avec les multiples universités, tant en Europe que dans le monde, et auxquels nous sommes liés. Alors oui, je rassure tout le monde, nous sommes très liés à des réseaux et associations. Alors peut-être qu'il y a un déficit d'information sur le site de l'université. Il va falloir remédier à cela. Il y a beaucoup de choses sur notre site, mais pour de multiples raisons, y compris historiques, peut-être que ces informations manquent. Alors, une petite liste de réseaux dont nous relevons, auxquels nous appartenons. L'AUF, bien sûr, l'Agence universitaire de la francophonie, qui est une association mondiale d'établissements supérieurs, d'enseignement supérieur et de recherche francophone, 1007 établissements universitaires. Bon, nous en faisons partie, ça nous est très utile. Et certains et certaines dans les diplômes, licences ou masters sont en relation directe avec l'AUF. Alors, est évoqué l'European University Association, EUA, qui est une association
de 48 pays, en fait, et qui est essentiellement un lieu d'échange, d'information, de réflexion sur l'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc ça, nous bénéficions essentiellement d'informations ou de participation à des moments d'échange au sein de l'EUA. Par ailleurs, nous sommes membres actifs et très actifs de la mission interuniversitaire de coordination échange franco-américain, la MICEFA. Certaines et certains la connaissent bien, ce qui est un consortium en fait de 16 universités membres à Paris et dans sa région et de plus de 60 universités nord-américaines, c'est-à-dire états-uniennes et canadiennes. Alors il y a beaucoup d'autres consortia auxquels nous participons, notamment l'UFE, celui de l'Université française d'Égypte, ou avec Paris 1, l'Université de Strasbourg, de Nantes, etc. Nous participons en fait du processus même de choix de la gouvernance désormais. L'université franco-allemande, l'UFA, qui est un réseau essentiel de 208 établissements d'enseignement supérieur français et allemand, accueille plus de 6400 étudiants, dont une fraction importante venant de notre établissement. Alors le réseau qui est actuellement le plus important pour nous, en termes de prospective, de mise en place de projets d'avenir, c'est UNICA, un réseau auquel nous avons souhaité, notre président en premier lieu, nous avons souhaité revenir, puisque nous en étions sortis il y a quelques années, qui est le réseau très important des universités des capitales européennes, une université parisienne, un réseau dans lequel il ne s'agit pas tant de lobbying que de réflexion sur la constitution de projets internationaux européens, notamment la possibilité de construire un projet d'université européenne, pour reprendre le vocabulaire de l'Union européenne. Une université européenne, c'est une association de 5 à 7 universités, alors qui doit répondre à un certain nombre de critères qui ont été édictés depuis déjà quelques années. Notre université, malheureusement, n'est pas encore entrée dans un projet d'université européenne, et la discussion élargie au sein d'UNICA et avec son président nous aide beaucoup aujourd'hui à réfléchir à la possibilité de déposer un tel projet quand l'heure viendra, parce que évidemment les initiatives ont été bloquées depuis la crise Covid que nous connaissons, sachant que cependant qu'un dégel des budgets et des projets a été annoncé déjà par l'Union européenne, n'a pas encore été ratifié par les différents parlements nationaux en Europe, mais un programme Erasmus+, approfondi, élargi, est proposé déjà depuis décembre, sans application concrète pour le moment, mais tout est dans les tuyaux, je dirais. Donc il faut se positionner aujourd'hui sur des projets nouveaux, alors d'université européenne ou d'autres types de projets, où l'inclusion, notamment l'inclusion sociale, l'inclusion géographique, la question de l'environnement aussi, sont des thèmes qui sont affichés en tout cas par l'Union européenne comme les thèmes sur lesquels les universités devraient désormais avancer de façon prioritaire. Voilà, alors je n'ai pas été exhaustif dans la présentation des associations, des consortia auxquels nous participons, et je pense que pour mieux informer notre communauté, il faudra effectivement au moins consacrer une page sur notre site universitaire, le site de la DAI ou d'autres pages par ailleurs, afin que chacun ait connaissance aussi des ressources qu'apporte évidemment l'adhésion à ces différentes associations. Alors, je regarde s'il y a des questions. Je vois un dégel des budgets, mais je pense que ça ne relève pas de ça. On espère à terme que l'inscription dans des projets européens permettra un dégel des budgets. C'est à savoir. Merci Eric. Alors, je ne sais pas si mon micro fonctionne bien. Oui, c'est bon. Reste la 8e rubrique, à savoir sur des questions diverses. Et nous en avons relevé une, notamment, sur la loi de programmation de la recherche et l'application qui en serait faite par notre université. Et il me semble que le terme précarisation a été mentionné. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure sur la mise en œuvre dans notre université de la revalorisation prévue pour les rémunérations des professeurs, maîtres de conférences et professeurs du second degré. Je vais donner la parole à notre président du conseil académique, donc je redonne la parole à Michel Magnin sur cette question de la LPR. Oui,
À propos donc de la LPR, je vous rappelle que le Conseil académique s'est montré vigilant et combatif. Nous avons voté une motion à l'adresse de nos gouvernants avant l'adoption de la loi. Et au moment donc, où ce que j'ai qualifié dans un de mes courriels de coup de force autour de la suppression de la qualification des maîtres de conférences ayant leur HDR, a donné lieu à une motion qui a été diffusée auprès du CNU et ailleurs. Donc la LPR, c'est personnellement, et là je m'exprime personnellement, c'est un texte de loi que je trouve regrettable. À la place qui est la mienne, je ferai en sorte qu'un certain nombre de possibilités, comme ces postes juniors, la mise en place de tenure track, ne soient pas finalement adoptées dans le cadre de la Sorbonne Nouvelle. Bon, je crois que la loi est la loi. Donc la loi a été votée. Ça c'est un fait. Mais je crois que c'est aussi à nous, dans le cadre de cette autonomie qui nous est plus ou moins accordée, de finalement louvoyer ou de négocier avec la loi, en faisant que finalement les aspects les plus délétères de ces nouveaux textes ne puissent pas avoir trop d'influence sur nos modes de recrutement. Je crois que c'est aussi à nous, collégialement, et c'est un peu l'esprit de notre équipe, de définir collégialement une attitude qui nous paraisse raisonnable face à certaines tentatives ou injonctions. Et je crois que c'est aussi à nous, finalement, dans le cadre du conseil académique ou du conseil d'administration, de voir comment nous pourrons vivre avec la LPR sans trop, finalement, en subir les conséquences qui nous semblent délétères. Parce que je vous rappelle que, notre président en a fait l'expérience, la CPU n'était pas absolument vent debout contre ce texte, loin de là. Donc voilà, nous sommes une université de sciences humaines avec des spécificités. Je ne suis pas sûr que les postes juniors soient notre priorité, mais il y a d'autres universités scientifiques qui pratiquent, pour faire plaisir à la ministre, la recherche de, je ne sais plus comment elle dit, de haute volée ou de très ambitieux. C'est quoi la recherche de Mme Vidal? Je ne sais plus. Voilà, donc, mais ça n'est peut-être pas notre quotidien. Voilà. Merci Michel. Alors, je voulais dire un mot sur notre préoccupation au sein de l'équipe présidentielle à l'égard de tous les collègues, de tous les efforts qu'ils ont livrés durant ces mois particulièrement difficiles, des efforts d'adaptation constante, de surcharge de travail liés à la nécessité de préparer des cours à la fois à distance, de prévoir maintenant du présentiel, et puis des modalités qui changent en permanence, des injonctions qui sont contradictoires. Alors sachez que nous partageons donc ces difficultés. Nous savons à quel point cela est compliqué pour tout le monde. Nous faisons remonter ces problèmes. Et donc, à mon échelle, à la conférence des présidents de l'université, mais je ne suis pas le seul. Tout à l'heure, à l'instant, Michel évoquait le fait que la CPU était divisée. Alors c'est vrai, la CPU, il y a plusieurs tendances au sein de la CPU, mais le message remonte de cet épuisement des collègues dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et c'est difficile, sans qu'il y ait un soutien, je dirais, de nos tutelles, c'est difficile de changer les règles en réalité. Et nous devons suivre des consignes qui sont homogènes et qui sont nationales. Mais il me semble que ce problème est suffisamment répandu pour qu'il y ait une prise en compte, et je l'espère rapide, pour essayer de trouver des solutions. Alors, on a beaucoup parlé, et à juste titre, de la situation de grande détresse de beaucoup de nos étudiants qui se retrouvent dans un isolement difficile à vivre, privés de contacts, je dirais, plus directs avec leurs enseignants, privés
d'une pédagogie incarnée et qui sont souvent dans des conditions difficiles chez eux, souvent condamnés justement à l'absence aussi de loisirs, et donc à la fois et de sources de rémunération aussi, bien souvent. Mais je pense qu'on ne parle pas assez de la situation des enseignants qui justement sont là pour assurer ce service, de cette mission de service public d'enseignement supérieur, et également des difficultés que ça pose en termes de conduite des projets de recherche. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Oui, pas beaucoup de questions. Oui, il faudrait peut-être inciter les collègues à... Oui, n'hésitez pas à poser des questions, nous avons encore quelques minutes. Oui, et dans la charge de travail, nous pensons tout particulièrement aux collègues Prague et PRCE. Et nous savons que leur service d'enseignement est particulièrement lourd, et donc avec cette hybridité des enseignements, ça alourdit encore plus leurs tâches. Donc le mot que je souhaiterais faire passer au sein de notre communauté, c'est que les équipes pédagogiques fassent particulièrement attention à ne pas surcharger les collègues Prague ou PRCE, qu'elles fassent preuve de bienveillance à leur égard, parce que leur service est particulièrement et encore plus lourd. Et peut-être aussi que ces collègues n'hésitent pas à alléger, je dirais, les contenus qui sont délivrés, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Donc j'espère qu'ils ne placent pas la barre trop. On est dans un contexte exceptionnel, et j'espère en tout cas qu'ils parviennent à réduire peut-être le nombre de contenus délivrés, et parce qu'il ne faut pas qu'ils y laissent leur santé. Alors, une question qui arrive. Oui. Alors, sur le soutien psychologique aux collègues, sur les pages de notre site internet, il y a un certain nombre d'informations sur des dispositifs de soutien psychologique précisément. Il faut savoir que notre université elle a conventionné avec le site des Grands Moulins, où il y a une grande attention justement aux spécificités pour nos professions et l'enseignement supérieur. Et donc un certain nombre, je sais que nous avons mis en place des cellules d'aide psychologique dans des cas particuliers de services en difficulté pour des raisons précises. Donc dans le cadre de cette convention, il est tout à fait possible d'obtenir des rendez-vous ou des consultations à distance. Et donc il faut le savoir, l'information figure, mais on pourra peut-être recommuniquer là-dessus. On a essayé de le faire régulièrement, mais peut-être qu'on pourra recommuniquer là-dessus, sur tous ces dispositifs. Et même chose côté étudiant, il y a un certain nombre de cellules d'écoute, de possibilités de consultation, et on a indiqué les adresses correspondantes sur le site, et on essaie de communiquer aussi sur les réseaux sociaux à ce sujet. Alors, donc je reviens sur les aides accordées aux étudiants. Alors, il y a différents types d'aides possibles. Il y a dans le cadre du FSDIE la possibilité d'obtenir des aides. Alors, peut-être qu'on peut recommuniquer sur les moyens de les solliciter. Je rappelle que pendant le confinement, nous avons donc mis en place une distribution de bons d'achat pour des biens de première nécessité, pour des biens alimentaires aussi, et que là le contexte n'est plus le même puisqu'on n'est plus dans cet état d'exception, et donc d'un point de vue légal c'est difficile pour nous de revenir à la même formule, mais si jamais nous revenions à un confinement strict, il est très vraisemblable que nous
soyons confrontés à la même situation, et du coup, bien évidemment, nous serions en première position pour remettre ce système d'aide en place. Mais ce sur quoi nous insistons actuellement, et ce que nous pouvons déployer, c'est une aide pour réduire la fracture numérique, donc une aide en termes d'équipement, en ordinateur, en clé 4G, etc. Pas d'autres questions pour le moment. Donc ce que je me propose, c'est de conclure ce temps d'échange. Et avant de terminer, je voudrais adresser mes remerciements d'abord à toute l'équipe présidentielle pour sa participation, ses interventions, et aussi à la direction de la DCVP, et notamment à Amandine Blanchard-Schneider qui nous a aidés à organiser ce temps d'échange. Toute ma reconnaissance également à la DNUM, et notamment à l'équipe de l'audiovisuel de cette direction, donc Olivier Poursac, Adrien Fichel, Guillaume Fallet et Maxime Klotz. Et je voudrais également, et nous voudrions également vous remercier, vous qui avez assisté à ce temps d'échange et participé en envoyant des questions et des commentaires. Et nous sommes bien évidemment à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions qui n'auraient pas été traitées, mais aussi n'hésitez pas à écrire à la direction de la communication pour indiquer si ce dispositif peut être amélioré, si vous voyez des pistes d'amélioration. Et je termine quand même avec l'espoir de pouvoir renouer avec des échanges en direct avec vous, sachant que donc, plus de 200 personnes ont été connectées aujourd'hui, mais rien ne vaut l'échange en présentiel dans une même salle. Je pense que c'est beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus efficace pour tout le monde. Donc merci à toutes et à tous et à très bientôt.